137e épisode des Technos, un épisode dans lequel on va une fois de plus parcourir ensemble l'actualité technologique qui passe par quelques smartphones, par des annonces Google et également par une grosse fusée. Une grosse fusée que certains confondent avec d'autres objets usuels, mais on en reparlera d'ici quelques minutes. Avec par exemple, tenez, celui-ci, troublion naturel de l'équipe. Xavier, salut Xavier. Salut. Et puis également Marc. Salut Marc. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu parmi nous, surtout Marc en fait. On va aborder ensemble l'actualité technologique de la semaine, puisque c'est, comme on a l'habitude de le dire, un petit peu notre revue de presse, hein, enfin en tout cas la vôtre, les amis, revue de presse technologique de la semaine, et deux fois un petit peu plus, ça dépend un petit peu. Il y a des choses des fois qui ont été dites ou publiées il y a plus longtemps, mais qui a attiré votre attention, et comme vous venez une fois de temps en temps participer au podcast, eh bien, vous pouvez revenir comme ça avec des informations dont on n'a pas encore parlé par ailleurs avec d'autres chroniqueurs. Voilà qui est dit. On n'entame pas tout de suite notre abécédaire, puisqu'il y a du courrier des auditeurs, il y a eu plein de courriers. Hein. On a du retard dans les réponses, il y a eu quelques questions concernant la domotique par exemple. On va essayer d'y répondre dans des délais assez courts. Il y a des questions également par rapport à la TicWatch dont Bruno avait parlé il y a quelques semaines maintenant. Là aussi, Bruno répondra à l'occasion, je pense, en commentaire par rapport à la vidéo. C'est ce qu'on fait en général, vous le savez, sur YouTube. On répond au regard de vos commentaires ou sur le site lestechno.be ou sur informaticien.be. On essaye d'y répondre en général à cet endroit-là, ou sinon ici, dans le courrier des auditeurs. C'est le cas ici avec un message que nous a envoyé Philippe via le site, justement, via lestechno.be. Bonjour, je suis un particulier novice en informatique pour la photo et la retouche, les films, le pack Office 2010, logiciel OCR, tout cela acheté en licence téléchargeable pour un seul appareil. Et nous avons à la maison plusieurs PC. J'ai remarqué le NAS Synology, on en a déjà parlé bien entendu dans les technos, mais vous ne parlez que de fichiers créés avec des programmes. Ces 10 programmes peuvent-ils être hébergés dans un NAS, donc un seul téléchargement, il est malin, pour utiliser sur plusieurs terminaux PC en même temps? Évidemment, ça c'est une question de novice, ça on est d'accord, mais c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. Est-ce qu'il y a moyen de faire des économies de licence avec un NAS, avec une application qui serait utilisée en réseau, par exemple? Et je pense que c'est Marc qui va nous répondre. Alors, au grand Saint-Nicolas, patron des S de Philippe, la réponse est non. Merci Philippe. Un NAS, en fait, un NAS est prévu pour stocker des documents, un NAS est prévu pour stocker des fichiers, mais un NAS n'est pas prévu pour utiliser des logiciels du commerce comme Office ou comme Nero ou comme Photoshop ou comme d'autres logiciels qu'on fait tourner sur un PC et les partager entre plusieurs postes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions alternatives et que dans l'univers Synology, par exemple, il existe toute une série d'outils en ligne qui sont entre autres compatibles avec les formats de documents Office, PowerPoint, Word, Excel, etc. et qui permettent une utilisation décentralisée sur plusieurs machines à la fois. Simplement, on n'utilise plus un logiciel dit natif comme Word ou Excel ou PowerPoint, on va utiliser un logiciel web en fait. C'est une application web que l'on va ouvrir dans son browser comme les applications Google, comme des dizaines d'autres applications qui existent aujourd'hui. Et ces applications sont gérées à partir d'une Synology. Sinon, il n'y a pas moyen de le faire en tant que tel. Ou alors, si vous êtes bricoleur et que vous aimez mettre les mains dans le cambouis, il y a moyen, effectivement, mais il faut y aller, de recycler un vieux PC, d'en faire un NAS et d'installer dessus alors une version réseau d'Office ou de Photoshop, si tant est que cela existe, et de le partager entre plusieurs postes. Mais je ne suis pas certain que le coût final sera moindre que la solution j'achète un petit NAS, je mets mes fichiers dessus et out of the box, j'ai mes applications pour créer des documents, des feuilles de calcul, des présentations, etc. Effectivement, je pense aussi, c'est la réponse à laquelle j'avais pensé en lisant la question également, de revenir peut-être aux applications web,
hein, comme on en trouve plein. Tu as cité Google, tout ce qui est Google Drive, etc. Je pense qu'il y a une suite Office également qui fonctionne de la même manière. Et puis il y a une foultitude, je serais tenté de dire, de petits sites, enfin je dis petits, mais j'y mets des guillemets, qui va permettre par exemple de faire des éditeurs à la Photoshop, hein, je serais tenté de dire, enfin en tout cas des éditeurs visuels, il y a même des éditeurs vidéo en ligne qui permettent de faire des choses vraiment, alors pas non plus, c'est pas là que vous allez produire le nouveau Spielberg, mais ça permet quand même d'éditer par exemple de petits films familiaux, des choses comme ça, ou de traiter des images, des photos, et voilà. C'est des choses qui existent, qui sont des fois payantes ou sous forme de freemium, hein, et qui permettent de quand même fonctionner sans devoir effectivement payer X licences à toute la famille. Ça, c'est clair que là, c'est bon. Mais la question était quand même bonne, hein. Je pense que voilà, il fallait peut-être juste évacuer la solution, cette solution-là, mais voilà. Marc, tu voulais rajouter un truc? Oui, dans le cadre des logiciels natifs, il y a quelque chose qu'on a tendance à un peu trop souvent oublier, c'est que tous les éditeurs, Microsoft, Adobe sont les principaux ici, mais il y en a d'autres, offrent généralement des licences à tarif réduit si vous avez la chance d'avoir dans votre domicile un étudiant. C'est ça, oui. Voilà. Ça peut arriver. Et là, effectivement, vous pouvez bénéficier de versions de licences supplémentaires à tarif préférentiel. Est-ce que, je pose la question parce qu'il me semble que Adobe, là il s'agit d'une suite logicielle de chez Adobe qui est disponible via leur cloud, on va appeler ça comme ça, enfin ils l'appellent comme ça, est-ce qu'ils n'autorisent pas sur une licence, un abonnement, puisque c'est à l'abonnement, de l'installer sur deux devices différents? Il me semble, si, parce qu'ils ont prévu à la base que vous pouviez avoir besoin d'une version Windows et une version Mac. D'accord, oui. Mais rien n'empêche d'avoir la version de Photoshop installée sur un portable, deux machines. Voilà. Et une machine de bureau, par exemple. Absolument, oui. Partant du principe que vous ne travaillez pas sur deux machines en même temps, en gros. En principe. Mais là, pourtant, les deux machines peuvent être actives en même temps. Oui, c'est vraiment une limitation au nombre de postes. Voilà, donc ça peut arriver. Bien se renseigner sur la licence, hein, qui permet peut-être de ce genre d'usage, justement, de l'installer sur plusieurs devices à moindre coût ou pas de coût du tout. Ou pas de supplément de coût en tout cas. Voilà, je pense qu'on a répondu à cette question-là. C'était un exemple parmi d'autres de questions qu'on nous pose et auxquelles on essaye de répondre régulièrement, évidemment. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre abécédaire avec la lettre A, non pas comme Apple. Non, parce que nous, on va pas parler, par exemple, hein, de l'emballage du futur iPhone X. Je connais des sites d'information très sérieux ou qui se disent très sérieux qui font ce genre d'articles. Parler de l'emballage, par exemple. Quand on n'a rien à dire, ça peut aider à avoir un bel emballage. A comme application. Voilà, ça c'est la question, c'est le A de cette semaine. Avec HappyWap. Alors ça c'est un chouette concept qui va vous permettre de chatter par le biais de la plaque d'immatriculation de votre véhicule. C'est Marc qui en parle. Ouais, c'est un truc sur lequel je suis tombé un peu par hasard et qui, alors quand je l'ai partagé avec mes petits copains, des technos, a soulevé des réactions assez amusantes. Sébastien, par exemple, nous avait dit « Ah tiens, ça existe encore ce concept, c'était peut-être Henri Enterré ou je sais pas qui, n'avait pas en parlé une fois. » Et puis il y a l'autre Sébastien, celui sans cheveux, qui a dit « Ah merde, je pensais justement développer le truc. » Donc voilà, c'est une application toute simple en fait. Ça s'appelle HappyWap et ça permet à des whappers, c'est-à-dire les utilisateurs, de s'envoyer des wappies, des messages. Quelle est l'originalité de ce qui n'est sinon qu'une simple application de messagerie? C'est que votre identifiant, ça va être votre plaque de voiture. Et c'est là qu'on comprend tout de suite l'utilité du truc. On va prendre une situation très simple. On nous fait une queue de poisson. On nous fait une queue de poisson, on voit la plaque du type. Vous pouvez lui envoyer un Wappy pour dire « Connard, tu dégages de ma route, tu conduis pas comme ça, virgule crétin. » Vous êtes pressé, vous avez quelqu'un qui s'est garé devant votre emplacement de garage, vous devez absolument sortir. Vous envoyez un Wappy en demandant à la personne de venir déplacer son véhicule. Vous êtes sur un parking de supermarché, il fait 40 degrés dehors, vous apercevez un véhicule dont les fenêtres sont fermées et où on a laissé au choix un hamster, un chien, un chat, un bébé dedans. Tu prends une photo et tu pètes la vitre. Tu pètes la vitre, ou bien tu préviens la personne, si vous n'êtes pas là dans 30 secondes, je pète la vitre, etc. Ouais. Donc il y a moyen effectivement de trouver une foultitude de situations, et les concepteurs de l'application ont trouvé
il y en a quand même une belle série, hein, de trouver certaines qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. Par exemple, vous voyez la police faire une descente pour verbaliser une rue. Ouais. Vous pouvez envoyer un petit message à tous ceux qui sont garés pour dire bougez vos caisses. Par exemple. Et donc, le truc est déjà déployé. Alors, j'ai vu qu'il y a une version française, une version anglaise, une version néerlandophone. Ça, c'est normal, vu que la boîte à l'origine du concept est une boîte belge. Mais il y a déjà une version roumaine. C'est assez amusant. Donc, le truc s'externalise déjà. Et le principe, en fin de compte, vu que je n'ai pas cru comprendre qu'il y a une restriction au niveau du format de plaque, est exportable dans le monde entier. Oui. Donc, c'est pratique, c'est gratuit, c'est une bonne idée. Et franchement, moi, je crois que je vais m'inscrire sur le truc au cas où. Et comment il vérifie ta plaque ? Comment est-ce qu'il... ça, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas utilisé le truc. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin réellement qu'il vérifie, que le site vérifie la plaque, puisque finalement, ce qu'on propose, c'est un identifiant qui doit être unique. Oui, mais je pense qu'il y a une validation. Ouais. Il y a une validation qui se fait au moment où tu t'inscris, que tu rentres ta plaque, tu dois associer avec un numéro de GSM et tu reçois un code par GSM pour valider ton inscription. Ok. Enfin, quoi qu'il en soit, on reste sur quelque chose qui est un identifiant unique, donc il y a peu de chances pour que quelqu'un d'autre utilise ton numéro de plaque. Enfin, on ose espérer. Il pourrait y avoir des gens qui volontairement utilisent un numéro de plaque. Je sais pas, il serait bien de valider avec la carte grise, j'en sais rien. Peut-être, mais par exemple, ce qui risque de poser problème dans certains pays, c'est que la plaque, dans certains pays, me semble-t-il, ne suit pas le véhicule, mais suit la personne qui a immatriculé le véhicule. C'est-à-dire qu'une immatriculation peut... non, c'est pas ça, c'est plutôt le contraire. L'immatriculation peut changer de propriétaire, parce qu'elle suit le véhicule. D'accord, mais bon, d'ici à ce que ça soit le cas chez nous, je ne pense pas que... Non, peut-être pas chez nous, mais comme tu disais que c'était international ou que ça pouvait s'internationaliser, on pouvait se poser la question de savoir si ça pourrait fonctionner dans tous les cas. Disons que ça peut s'internationaliser dans les pays qui suivent la même philosophie que nous, à savoir l'immatriculation suit le propriétaire. Oui, c'est un peu ça ou en tout cas, on ne la perd pas, parce que là, maintenant, en Belgique, me semble-t-il, quand on change de véhicule, on change d'immatriculation à tous les coups, non ? Ou on la garde, l'immatriculation le dernier changement que j'ai fait, les 2 derniers changements que j'ai fait, j'ai gardé ma plaque. D'accord, ok. Bon, oui. J'ai quand même l'impression qu'il va y avoir beaucoup de noms d'oiseaux sur ce... oui, et en même temps, il faut absolument que ça comprenne tous les noms de plaques, parce qu'en Belgique, on peut avoir des plaques personnalisées qui sont en minimum 2 lettres. Donc, si vous avez une plaque, par exemple, c'est DA, je connais quelqu'un qui a la plaque DA, DA, c'est les initiales de son nom. Il faut que l'application accepte qu'on dise, ma plaque d'immatriculation, c'est celle-là, voilà. Par exemple. Donc, c'est vraiment un identifiant, entre guillemets, universel que l'on choisit soi-même, quoi, quelque part. Mais l'idée reste bonne, je trouve que malgré tout. Mais le cycliste, par exemple, lui, il peut pas participer, il peut pas insulter ou envoyer un message aux automobilistes, c'est un petit peu dommage, non ? Oui, mais enfin bon, commençons par quelque chose qui tourne, effectivement. L'application est jeune, hein. Je pense qu'elle est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, grand maximum. En tout cas, elle est copyrightée de 2017, donc elle n'est pas très très vieille. Donnons-lui l'occasion de faire ses preuves. Moi, je trouvais ça sympa. Eh bien, moi, j'ai une idée, et je lance ici, une idée de start-up. Complémentaire à cette idée-là, donc qui s'appelle, j'ai oublié le nom maintenant, WapiWap. Eh bien, moi, je propose de vendre des, comment on appelle ça, des survêtements ou des vestes ou comment on appelle le truc jaune qu'on porte, une chasuble. Des chasubles avec identifiant unique. C'est-à-dire que vous commandez votre chasuble et en même temps, on vous donne un identifiant unique qui pourrait servir ou être on va dire, utilisé comme étant un numéro unique, un numéro de plaque. Vous êtes certain que personne n'aura jamais le même numéro de chasuble. Ok ? Je garantis que vous n'aurez jamais 2 chasubles avec le même numéro. Et donc, du coup, j'invente la fonction qui permet aux motards et aux cyclistes de participer également à WapiWap. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, s'ils nous entendent. Voilà. S'ils nous entendent, on s'est fait bouffer l'idée. Voilà, si même les chroniqueurs ne veulent pas investir dans mon idée. Non, c'est pas qu'on ne veut pas investir. Non, mais voilà, c'est sympa, effectivement. Mais voilà, je demanderai à Benoît.
Donc, si vous... Non, mais c'est très complémentaire. Bah, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée. J'ai pas réfléchi plus que ça. Hein. Il faut un peu l'éprouver, il faut challenger un peu le truc. Mais bon, bref, si vous avez comme des ça, idées... on pourrait aussi t'insulter avec ta chasuble. Par exemple. Voilà. C'est espèce de cycliste de voilà. Voilà, si vous avez le même genre d'idées ou des idées complémentaires ou une réflexion à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On essaiera d'en tenir compte et peut-être qu'ensemble, avec les chroniqueurs et avec les auditeurs, on créera une belle et grande start-up qui fabrique des chasubles à numéro unique. Et donc, toi, c'est quoi ton numéro de plaque? Comment tu t'appelles? Non, mais ton numéro de plaque. Bon, allez, on passe à la lettre B comme bidule. Ça en dit long sur le sujet. Xavier, c'est un bidule que tu as découvert. C'est un bidule proposé par LG qui commercialise un nouveau type d'anti-moustique. Voilà, juste après l'été, ça tombe mal, je trouve. Ça aurait dû être avant l'été, mais bon, bref. Ouais. C'est un anti-moustique qui porte le nom de code K7i et qui va être vendu à $121. D'accord. Alors $120, c'est un petit peu cher, mais c'est parce que l'anti-moustique ne fait pas que anti-moustique, c'est surtout un smartphone, 5 pouces HD avec 2 Go de RAM, 16 Go de disque dur, enfin d'espace de stockage, pardon, il est quad-core. Là où ça fait un petit peu mal, c'est que c'est Android Marshmallow avec pas d'update qui est prévu vers Oreo ou autre. Et donc c'est un smartphone qui a été développé exclusivement pour le marché indien avec un émetteur d'ultrasons pour éloigner les moustiques. Cette technologie s'appelle Mosquito Away. LG n'a pas utilisé ça pour la première fois, il l'avait déjà utilisé dans des ERCO, dans des TV et même dans des machines à laver. Après, est-ce que ça marche? Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'il n'y a pas vraiment de preuves que les ultrasons puissent éloigner C'était aussi, on disait ultrasons, on disait imitation du bruit du moustique, je ne sais plus de quel genre, qui fait fuir tous les autres moustiques. Enfin, j'ai entendu plusieurs bruits, justement, c'est le cas de le dire, concernant ces anti-moustiques, et c'est vrai que des preuves, on n'en a jamais... moi, j'avais vu des tests déjà, parce qu'il y a des applications sur smartphone qui soi-disant émettent un ultrason aussi et qui éloignent les moustiques, où tu vois clairement ils mettent le GSM dans une boîte remplie de moustiques et ça ne provoque absolument aucune réaction. Donc, ou alors on le sait que très peu, mais le moustique devient fou, mais on ne le voit pas. Si vous êtes indien et que vous avez $121, vous en avez marre de vous faire piquer, c'est peut-être à essayer. C'est peut-être une solution. Moi je me rappelle qu'il y avait une radio en France, je pense que c'était Skyrock, qui un été avait dit voilà, écoutez notre radio, on chasse les moustiques. Et je trouve que c'était un angle de communication plutôt pas mal, plutôt rigolo. Mais je pense que les auditeurs ont quand même été piqués, hein, mais bon, ça, c'est un autre problème. C'était la lettre B comme bidule, on garde la lettre B si vous le voulez bien, mais B comme business. Et c'est aussi c'est Marc qui va nous parler de l'iPhone X, qui va rapporter pas mal d'argent, mais ce qui est étonnant, c'est à qui cet argent va aller, et ça je trouve ça plutôt rigolo. Oui, effectivement, parce que bon, l'iPhone X, on sait que c'est un téléphone de tous les superlatifs, avec une très belle boîte, merveille du monde, très bel emballage. Oui, très bel emballage, absolument. C'est juste, voilà, c'est dommage que Steve Jobs l'ait pas vu. Il aurait fait des bons partout. C'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui, au jour d'enregistrement. Ça fait 6 ans qu'il nous a quittés. Steve, si tu nous écoutes ou pas. Voilà. Donc, sachant que Apple a estimé, d'après les analyses des différents cabinets avec lesquels il travaille, ils ont estimé qu'ils allaient écouler à peu près 130 millions de terminaux, donc d'iPhone X, d'iPhone X, pardon, en un peu moins de 2 ans. Étant donné qu'il y a un intervenant dans la chaîne de fabrication qui touche des pépettes chaque fois qu'il y a un iPhone X qui est vendu, et que cet intervenant n'est autre que Samsung, qui fournit la partie la plus chère de l'iPhone X, à savoir l'écran, à savoir $110 par bébête, on a calculé que sur 2 ans, grâce à Apple,
Le grand frère ennemi va se faire 14 milliards et demi dans les poches. C'est quand même pas mal. Ce qui est plus, me semble-t-il, que certains modèles vendus par Samsung eux-mêmes. Ce qui est plus que certains modèles, notamment l'iPhone, voilà, tu vois, tu m'embrouilles. Le Galaxy S8, qui est le flagship de Samsung pour l'instant, on parle pas du Note 8, mais le Galaxy S8, sur 20 mois, ne représente que 50 millions de dollars de bénéfices. Ici, on parle de bénéfices, à mettre en rapport avec 14,5 milliards de chiffre d'affaires, mais sur 14,5 milliards de chiffre d'affaires, sur quasi la même période à 4 mois près, on voit que les royalties et les gains provenant de la sous-traitance de l'écran à Apple vont être beaucoup plus profitables. C'est marrant quand même. C'est croquignolé, on va dire. Bah oui, surtout quand on voit la rivalité qu'il peut y avoir entre les défenseurs des deux marques. Finalement, de se dire que quand tu achètes un appareil que tu apprécies par ailleurs, de telle marque, tu mets de l'argent dans la caisse de l'autre marque. Donc voilà, oui, Xavier. C'est comme quand tu achètes un téléphone Android, tu donnes 5 $ si je ne me trompe pas à Microsoft. Oui, aussi, il y a ce genre de... Effectivement. Ça, c'est sur des licences, me semble-t-il. Ce sont des licences, effectivement. Mais voilà, il y a de la rétrocession à tous les niveaux. Alors évidemment, suite à cette annonce, Apple a quand même dit que oui, c'était une solution qu'ils reconnaissaient, qui n'était pas forcément idéale, mais qu'ils allaient essayer, dans un avenir plus ou moins proche, de sortir de cette situation. Tout simplement, soit en rachetant, soit en développant leur activité de production d'écrans OLED. Quand on sait les difficultés qu'ils ont rencontrées au niveau des prototypes qu'ils avaient développés avant de se tourner vers Samsung, ils sont pas sortis de l'auberge. Oui, ça devient difficile quand même. Enfin, je pense même que ça n'existe plus depuis longtemps, des entreprises qui fabriquent tous les éléments de leur modèle. Je parle de tout confondu, du lave-linge au téléphone portable, en passant par la voiture, etc. Ils sous-traitent tous une partie, parce que plus personne n'est spécialisé, personne ne peut spécialiser en tout, quelque part. Et donc, c'est assez logique. Donc, ils seront toujours tributaires d'un fournisseur extérieur, d'un sous-traitant, quelle que soit la marque, pas que Apple. Je pense que Samsung a également fait fabriquer certaines pièces, on l'imagine en tout cas, par d'autres fabricants peut-être moins connus, par exemple. Je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Certaines batteries notamment. Oui, certaines batteries, ou le moindre bouton par exemple peut être fabriqué par ils sont pas. C'est comme ça, voilà. La seule différence, je dirais, entre Apple et Samsung, c'est que effectivement, Apple a toujours essayé de contrôler au maximum le lien entre son matériel et son logiciel, mais Apple reste une société fondamentalement technologique. La différence, c'est que Samsung est une société fondamentalement industrielle. Oui. Samsung, on se rappelle, ce n'est pas que des téléphones, ce n'est pas que des téléviseurs. Samsung, ce sont des chantiers de construction monstrueux. Samsung, c'est des supertankers de plusieurs centaines de mètres de long. Samsung, ce sont des pièces d'aéronautique dans tous les sens. Samsung, c'est vraiment une entreprise qui a un panel de compétences infiniment plus diversifié que ne l'aura jamais Apple. Oui. Et donc, qui de ce fait est présent à beaucoup plus de niveaux de sous-traitance pour tous les intervenants dans tous ces domaines que ne le sera une autre société. Oui. Et donc, c'est là qu'effectivement, Samsung a une force. C'est justement le fait que, quel que soit le domaine de l'industrie dans lequel tu te trouves, tu as un bon pourcentage de chance qu'à un degré divers de la chaîne, tu trouves Samsung. Oui. C'est un petit peu comme, on en avait déjà parlé, je pense, avec Sébastien, à l'époque, celui qui a des cheveux, de Microsoft et des devices Microsoft qui sont par ailleurs d'excellentes factures, mais Microsoft n'a pas réellement d'usine, ou alors je dis de bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont des usines et des ouvriers dans les usines qui fabriquent les devices, qui font de la souris à la tablette à la Surface, par exemple. Je sais pas, Marc, si tu as des infos là-dessus. Non, ça franchement, je me suis jamais vraiment posé la question sur l'origine ou la provenance de ma Surface. Voilà, probablement qu'ils doivent effectivement passer par un assembleur ou un intégrateur qui soit chinois, coréen, américain, peu importe. Ouais. Mais c'est vrai que de nouveau, c'est une société dont la compétence de base n'est pas la technologie matérielle. C'est ça, voilà. Ok, bon, voilà, on a fait un peu le tour de cette question. On était à la lettre B comme bidule. On continue toujours avec la lettre B, cette fois. B comme... Non, G plutôt, comme...
On continue avec la lettre G, voilà, je vais y arriver. Alors, j'ai fatigué aussi. J'ai comme Google, et là, il y a plein de choses à dire parce qu'il y a eu un événement Google cette semaine. Oui, le Google Hardware Event. Il y a plusieurs noms, parce qu'il y avait aussi Pixel Event, Pixel 2 Event, donc on le trouve sous différentes appellations. Quelques nouveautés côté device, justement, chez Google, Marc. Ouais, il y a quand même eu pas mal de trucs qui ont été annoncés hier. Alors, on va pas reprendre par le menu tout ce qui est sorti dans les centaines de sites de nos confrères et de nos amis de la presse. Voilà, on va simplement faire un tour d'horizon pour reprendre les trucs qui, à notre sens, encore une fois, sont les plus marquants. Bon, à tout seigneur, tout honneur, on commence avec, encore un très bel exemple de flagship phone qui n'est pas fabriqué par Google. Parce que Google n'est de nouveau pas une société qui fait du matériel, même si maintenant on s'attend à évoluer. Les deux appareils dont il est question ici, c'est-à-dire le Pixel 2 et le Pixel 2 XL, qui sont les nouveaux téléphones haut de gamme de la marque, sont fabriqués par HTC. D'accord. On se rappelle, leur achat, HTC, Google, machin, tout ça. Voilà, on se rappelle un peu mieux pourquoi. On se rappelle surtout des Nexus, les premiers flagships Google Android, qui étaient eux aussi fabriqués, ceux par HTC, une fois par LG également, je ne dis pas de bêtises. LG en a fait plusieurs. Motorola. Google a eu l'art de se servir partout où il voulait se servir au bon moment. Voilà. Donc, moi, je croyais vraiment que ce serait l'occasion pour qu'ils sortent vraiment leur smartphone à eux, parce qu'on en avait parlé à un moment. J'ai entendu des bruits qui disaient qu'ils allaient vraiment sortir un de leurs téléphones haut de gamme fait complètement cette fois-ci par eux. C'est pas encore là. C'est pas encore le cas, non, hélas, effectivement, même si d'un point de vue purement économique, on peut ergoter et dire oui, mais c'est un peu plus le leur qu'avant, vu qu'ils ont racheté la boîte qui faisait le téléphone. Soit, on va pas ergoter là-dessus. Donc, comme toujours, on a deux appareils, un petit, un plus grand, qui, hormis la résolution d'écran et le format d'écran, n'ont quasi aucune différence. La batterie est plus grosse sur le gros, encore une chance. La résolution de l'écran est un peu plus importante, est plus importante sur le grand, encore une chance. Sinon, pour le reste, c'est exactement le même téléphone avec les mêmes capacités. Étonnamment, pas de double optique. Ils ont gardé une simple optique sur les deux, mais de l'intelligence artificielle et du Google Assistant partout. Et surtout, ce qui est assez paradoxal avec cette simple optique, c'est que le logiciel de traitement d'image qui est embarqué derrière a fait que DxOMark, qui est un des sites phares en matière d'évaluation et de cotation de la qualité des optiques et du traitement d'image et des photos produites par les smartphones, a gratifié les deux téléphones de Google d'une note jamais obtenue, qui est 98 sur 100. Il faut savoir que le Galaxy Note 8, qui était le haut de gamme jusque-là, était à 94, et l'iPhone 8 était à 94 aussi. D'accord. Bon. On verra dans la pratique ce qu'il en est. Oui, parce que ça reste toujours. On peut avoir un très bon objectif et une électronique. On peut avoir un très bon objectif et une électronique moyenne derrière, quoi. Exactement. Et on se rappelle l'accent qui a été mis par Apple lors de la présentation de l'iPhone 8 Plus et de l'iPhone X avec la fameuse fonctionnalité portrait qui vous fait des portraits photos magnifiques. Dans les faits et dans les vidéos de tests qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des cas très particuliers où ça marche et une infinité de cas génériques où ça foire complètement. D'accord. Donc, deux téléphones qui seront vendus à des tarifs relativement raisonnables. Ils seront déclinés en version 64 et 128 Go. Toujours pas de carte mémoire à mettre dedans. Les prix s'échelonnent entre 650 et 850 $. C'est relativement raisonnable. De nouveau, Google a des politiques de distribution européennes qui sont assez originales. Les téléphones seront disponibles en Grande-Bretagne, seront disponibles en Italie, en Allemagne, mais pas en France. Ah, c'est bizarre, ça. Et tous les sites français sont en train de se déchaîner sur Google et de traiter la firme de tous les noms parce qu'ils les privent des bienfaits technologiques. C'est bizarre comme... Oui, c'est bizarre, mais apparemment, c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu lors de la sortie du de la précédente gamme
Pixel. D'accord, ok. Voilà. On est dans des tarifs qui sont... alors, j'en entends ici dire « Oh, mais c'est assez élevé finalement parce qu'ils ont... » J'avais cité Nexus juste avant à bon escient. Ils ont changé de philosophie en changeant de nom de flagship. Où à l'époque Nexus, ils parlaient d'un téléphone à prix plancher, pas super bas, pas d'entrée de gamme, mais un prix très raisonnable sur lequel finalement, quelque part, ils disaient sans le dire, on fait pas de bénéfice dessus, c'est pour faire la promotion d'Android, quoi. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Ils étaient sur un positionnement de prix qu'on peut trouver dans le commerce sur un OnePlus par exemple, c'est ça. Ou sur un Huawei, des téléphones qui sont de bonne qualité, qui sont très compétitifs, mais avec des prix contenus. Voilà. Bon. Et en passant à Pixel, ils ont dit lâchons la bride et faisons des téléphones comme tout le monde. Catching. Il n'y a pas de raison. C'est du simple au double, hein, quasiment. Oui, c'est du simple au double. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne se fassent pas du bien. Ça reste une entreprise commerciale. C'est sûr. Et alors, de toute façon, derrière, les téléphones, c'était la partie attendue. Et comme toujours avec les téléphones, comme avec Google, comme avec Apple, l'entièreté de la spec sheet des téléphones avait fuité avant, donc on savait exactement à quoi s'attendre, sauf peut-être un ou deux petits détails. Mais à côté de ça, il y a quand même eu 2-3 annonces intéressantes. La première, c'est sur le domaine des assistants. Alors, Sébastien vous a présenté in extenso toutes ses aventures avec le Google Home. Mais il y a 2 nouvelles versions. Il y a le Home Mini qui se présente sous la forme d'un petit galet de cette taille-là, à peu près. C'est tout mignon, c'est tout mini, ça fait une dizaine de centimètres, ça se pose n'importe où. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, cette taille-là à peu près, c'est une grosse souris, quoi. Une grosse souris, c'est un galet rond de, on va dire, 10 cm de diamètre. Voilà, un hamster un petit peu écrasé. Vous avez roulé sur votre hamster, c'est la même chose. C'est ça. Alors, ce sera disponible en gris comme un hamster, en noir comme un hamster, en orange. Comme un hamster mort. Il est incroyable. il est pas très près. Alors, il y a 2 versions. Il y a la version mini, celle que je viens de décrire, qui sera disponible à $49, donc 49 €, disons, qui a les mêmes capacités que la version que Sébastien nous avait testée. Google Home, mais voilà, c'est vraiment ici quelque chose que Google veut démocratiser le maximum. Elle aura les mêmes capacités, on pourra lui parler, elle pourra nous répondre, il y aura Google Assistant derrière avec toute l'intelligence embarquée, le contrôle des équipements connectés, la connexion au téléviseur, Chromecast, la totale. Et puis au-dessus de ça, mais ça c'est principalement pour connecter, pour concurrencer l'annonce que Apple avait faite avec le HomePod, qui était sa propre version de l'enceinte intelligente, et ce que Sonos est en train de faire, c'est-à-dire des enceintes avec la capacité et les qualités sonores qu'ils ont, mais connectables à toute une foule d'assistants. Google a sorti la Home Max, qui est en fait une grosse enceinte, avec une qualité sonore annoncée comme époustouflante, puissante, bourrée de capteurs, qui s'adapte en temps réel aux conditions acoustiques de la pièce où vous êtes et à l'environnement acoustique de la pièce où vous vous trouvez, c'est-à-dire qu'elle va ajuster le son en fonction des obstacles rencontrés, du nombre de personnes, du niveau sonore ambiant, etc. Bourré de micros à longue portée qui lui permettront de reconnaître les ordres et les demandes malgré que de la musique joue. Donc en fait, c'est un gros baffle de qualité audio supérieure avec Google Assistant dedans. D'accord. Quel prix ? Par contre, là, $400. Ah oui, quand même. C'est du niveau d'une bonne enceinte Bose. Je ne sais pas si ça va être, grosso modo, la même qualité. Bon, on verra ça. Par contre, truc intéressant, c'est offert avec 1 an d'abonnement à Google Music. Moi, je me pose une question, mais de nouveau, c'est parce que je suis un peu tordu. Quand on a ce genre d'enceinte qui fonctionne à la voix, finalement, parce que c'est un peu ça le principe aussi, c'est qu'on donne des ordres, et si on dit plus fort, à quel moment l'enceinte ne t'entend plus ? Mais je crois qu'il y a un cap, en fait. À partir d'un certain moment, l'enceinte considère que faut arrêter de t'écouter parler, tout bêtement. C'est ça. À un moment donné, il dit non, ça suffit maintenant, c'est assez fort. Non, mais c'est la question, voilà, j'imagine. Enfin, moi, je n'ai pas. Il va falloir que je fasse l'acquisition d'un assistant, parce que c'est toujours mieux, évidemment, de parler de ce qu'on connaît. C'est pour ça que Sébastien avait très, très bien fait son hors-série. Je vous invite à aller le retrouver. Hein. Il n'est pas très, très loin, le hors-série de Sébastien. Non, il y a quelques semaines à peine. Donc, allez écouter. C'est un retour d'expérience, hein, c'est pas un test, mais c'est toujours intéressant, les retours d'expérience, parce que c'est mieux qu'un test, bien
souvent, parce que des tests, vous en trouvez partout, hein, c'est clair. Un retour d'expérience, c'est comment est-ce que j'appréhende la chose, quoi. À quoi s'attendre si moi j'achète le bidule, à quoi je peux m'attendre comme éventuellement problème ou des choses, quel écueil éventuel ça va provoquer, etc. Et bon, là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on dit plus fort. c'est ma question à moi. Je la poserai à Sébastien sinon. Ouais. La suite, Marc. La suite, qu'est-ce qu'on a au menu? On a la nouvelle version du Daydream, le casque de réalité virtuelle, dans lequel, vous avez 2 optiques et vous mettez un smartphone dedans, exactement comme la version précédente. Les optiques ont été redessinées, elles sont soi-disant plus efficaces. Le casque est un peu plus lourd, 260 grammes. Toujours petit problème, il n'y a pas de sample central, donc si vous rajoutez un gros téléphone qui pèse 200 grammes, vous allez avoir tendance à piquer du nez et vos cervicales vont pas vous dire merci. Sinon, voilà, ça reste toujours le même truc de base, c'est toujours limité à certains modèles bien précis. Pixel 2 évidemment, Galaxy S8, Galaxy Note, Zenfone, UM8 Pro, voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez restreint, c'est vendu avec sa petite télécommande Bluetooth et le prix ne change pas, ça reste à $100. Ce qui est bien, c'est que c'est assorti au Mini, au Google Home Mini. Ce qui est intéressant parce que finalement, quand on porte les lunettes, on le voit plus le Mini, donc on se fout un peu du look qu'il a. Mais c'est les mêmes coloris, c'est le noir, le gris. Oui, c'est le noir, le gris et l'orange, le hamster écrasé. C'est très tendance pour l'instant. Alors, toujours, mais cette fois-ci plus en orange hamster écrasé, il y a les Pixel Buds. Alors ça, c'est un truc qui était assez sympa et tous les amateurs de science-fiction vont enfin se dire ils ont inventé le poisson Babel, enfin. Oui, c'est ça. Ce sont des petits écouteurs intra-auriculaires comme les AirPods, comme toute cette génération d'intra-auriculaires Bluetooth qui sont en train de déferler dans les magasins aujourd'hui. À la seule différence que Google oblige, ils les ont dopés avec Google Assistant et surtout avec un système de traduction en temps réel pour 40 langues. Donc, alors, ça devrait être testé, évidemment, je pense, oui. Mais le principe, s'il fonctionne, est assez sympathique. C'est la personne qui est en face de vous baragouine dans sa langue, vous foutez éperdument de ce qu'il raconte, vos écouteurs vont traduire en temps réel ce qu'il lui dit, ce qu'il vous dit. C'est génial, c'est le poisson Babel du guide du routard galactique. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est totalement dans de la science-fiction. Mais si c'est le cas, et si ça fonctionne, c'est qu'on est mort. Ou qu'on on vit dans un autre monde, je sais pas. N'oubliez pas qu'on disait exactement la même chose il y a 2 ans, lorsque Microsoft avait commencé les systèmes de traduction automatique à la volée dans Skype. On s'était dit, c'est de la science-fiction. Maintenant, c'est courant. Oui. C'est perfectible, mais c'est courant. Donc, il n'y a aucune raison pour que ceci ne fonctionne pas. Alors, évidemment, le français fera partie des langues, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, donc la principe... Le klingon Ça, je ne sais pas. Le latin non plus, le swahili, j'en suis pas forcément sûr. Ouais. Mais c'est quelque chose qui va être intéressant. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a rien dans l'annonce qui donne une indication que l'utilisation est restreinte au nouveau Pixel. Ça pourrait être utilisé conjointement avec n'importe quel téléphone Android et à un prix relativement honnête vu la capacité qui est embarquée dedans, vu qu'on rappelle, ce ne sont pas que des écouteurs, il y a Google Assistant dedans et le système de traduction, ça va coûter $160. C'est pas si cher que ça. Par rapport à l'enceinte dont on a entendu parler là tantôt, effectivement, ça fait bien plus et c'est très très étonnant. Je trouve ça très... voilà. Et même si ça vient simplement en noir et blanc ou en noir entier, c'est vendu dans une boîte avec le truc en tissu qui sert de chargeur, parce que ce sont des écouteurs sans fil, même s'ils sont reliés par un cordon. Et la boîte, je suppose, viendra en gris clair, gris foncé et hamster écrasé. Voilà, c'est effectivement. Mais moi, je trouve ça... Ça fait beaucoup d'hamsters. Hein. Mais ils en avaient. Les populations de hamsters aux alentours des campus Google. Oui, c'est ça. Ils ont trouvé le moyen de recycler les hamsters. Alors, autre truc pour lequel ils n'ont pas utilisé d'hamster, c'est la caméra clip. D'accord. Oui. Ça, j'ai vu ça, oui. C'est un tout petit bidule. Grosso modo, ça ressemble au prototype qu'Instagram avait fait à l'époque de petit appareil autonome. Oui. C'est un clip avec une optique, c'est tout. Et vous la tapez où vous voulez. Et
ça s'arrête là. Votre interaction directe avec l'appareil s'arrête là. Oui. Parce que, de nouveau, Google Assistant, intelligence artificielle et tout, l'appareil va analyser son environnement et décider lui-même quand il prend des vues. D'accord. C'est pas vous qui allez appuyer sur un bouton ou le contrôler à partir d'une app. C'est l'appareil lui-même qui va apprendre de son environnement. Il va apprendre des personnes qui passent devant. Il va apprendre à identifier sa personne. Il va apprendre à détecter ce qu'elles font. Et au moment où lui le juge le plus opportun, il va prendre des petites séquences de 5 à 10 secondes. Donc, autrement dit, grosso modo, c'est une machine à faire des gifs. Oui. Et il va les uploader sur votre compte ou sur le compte lié Google Photos que vous avez paramétré. Tu as raison de dire que c'est une machine à faire des gifs, pour deux raisons. Je te brûle peut-être la politesse sur le coup, mais du tout. D'une part, il n'y a pas le son sur cette caméra. Exact. D'autre part, elle fonctionne à 15 images par seconde. Exact. Voilà. Donc c'est vraiment une machine à faire des gifs. Alors le concept est sympa évidemment, par contre il y a déjà eu une levée de boucliers, vu que tout se fait avec envoi vers le cloud sans aucune intervention de votre part. Tous les détracteurs qui sont assez pointilleux sur le domaine de la vie privée crient au scandale. Ça, c'est normal. 250 € quand même pour le bidule. Hein. Ah oui, c'est quand même pas... À mettre en rapport avec la fameuse caméra qu'on a vu passer aussi pour 3 000 $. Vous pouvez prendre des photos Street View chez vous. Il commence à taper cher au niveau tarification chez vous. Si vous avez l'image, si vous nous regardez en vidéo, donc forcément, je tiens, et vous allez comprendre pourquoi, je tiens à remercier Xavier, qui pour la première fois, depuis chez lui, m'a envoyé l'illustration du clip en question. Il faut savoir qu'en général, tout est centralisé ici, au quartier général en quelque sorte, et que pour une fois l'information est venue de distance, donc merci pour cet acte. Marc, oui. Alors on continue dans les trucs qui coûtent cher. Oui. Alors là je dois dire que j'ai moyennement compris. On sait que Google s'est fort axé sur l'écosystème de Chrome OS. Chrome OS, on rappelle, c'est une version de Linux ultra dégraissée qui a une surcouche basée sur le navigateur de Google, Chrome, et où tout se passe soit online, soit offline, mais à la base, votre environnement de travail, c'est un browser. Depuis quelque temps, Google y a rajouté le fait de pouvoir, dans des conditions extrêmement précises, de modèles, d'appareils, de circonstances, de pouvoir utiliser des applications Android. Mais grosso modo, on avait d'ailleurs fait, si je me rappelle bien, un retour d'expérience sur un Chromebook que j'avais dont je me sers encore de temps en temps pour prendre des notes comme ça à la volée. C'est un environnement qui est très léger. C'est un environnement qui n'est vraiment pas énergivore, qui ne demande pas beaucoup de puissance. L'appareil en question tournait sur un Celeron où il y a des appareils qui tournent sur des atomes. C'est pas gros. Et ça suffit largement pour animer un OS light avec juste de quoi surfer, browser, prendre des notes, éventuellement faire un peu de retouche d'image en ligne et des trucs comme ça. Alors, Google avait déjà sorti un Chromebook à l'époque qui n'avait pas marché. Très cher, très beau, surtaillé au niveau puissance pour ce que le truc était censé faire. Et ça avait été, même si l'objet était très beau, un peu un échec commercial. Or ici, ils reviennent avec un truc qui s'appelle le Pixelbook, qui est en fait un ordinateur portable transformable en tablette. Jusque-là, ça reste logique. De nouveau avec Chrome OS, de nouveau avec la possibilité de mettre les applications Android, mais on part avec un truc qui est, de nouveau à mon sens, il y a peut-être une raison réelle, enfin une raison pratique derrière, mais je ne l'ai pas encore comprise, pardon. Des Core i5, des Core i7 de 8e génération, 16 Go de RAM, jusqu'à 1 Tera de stockage en SSD, tablette tactile, écran Quad HD, c'est un peu overkill pour un truc qui va faire tourner un browser, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai pas forcément compris, sauf si le but est de drainer de plus en plus des applications Android qui, elles, demandent une puissance qui n'est disponible que sur des tablettes haut de gamme, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, le but de Google avec cet appareil et l'écosystème qui pourrait découler de cet appareil est de venir concurrencer Apple avec son iPad Pro. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un ordinateur portable convertible, et donc vous le repliez, vous avez une tablette. C'est ça, oui. Avec un stylet, évidemment, comme l'iPad Pro avec son pencil. Sinon, c'est exactement la même chose. Pour un prix de... Pour un prix de $1 000. Oui, quand même.
Donc on est au niveau du prix d'un iPad Pro, mais pour ce prix-là, pour un tout petit peu plus, vous avez une surface. Mais oui, c'est ça. Et donc le positionnement est un peu hybride. Bon, il y a des petites idées sympas. Si l'appareil n'a pas de connectivité réseau et qu'il détecte un Pixel 2 à côté, Pixel 2 uniquement, il va automatiquement s'accaparer sa connexion réseau. Vous n'aurez rien à dire. D'accord. Bon, si vous perdez votre stylet, c'est 100 € pour en avoir un autre. Super. Et apparemment, il n'y a pas d'attache magnétique avec le stylet. Donc vous allez le perdre d'office. Oui. Donc prévoyez d'entrée de jeu, achetez-en 2. Voilà, exactement. Et alors on arrive, bon, tout ça c'était la partie matérielle, on arrive, ce qui pour moi a vraiment représenté les choses intéressantes dans cette conférence. Alors la première, c'est la volonté de Google de marcher sur les traces d'Apple sur un domaine où il ne s'était jamais aventuré, c'est le domaine des accessoires. Oui. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des accessoires pour Android. Étant donné que les appareils Google sont de facto des appareils Android, il n'y avait aucune normalisation quant aux caractéristiques de ces accessoires. Oui. Apple, au contraire, a depuis très longtemps introduit le programme MFI, c'est-à-dire Made for iPhone, iPad et iPod, qui impose des guidelines assez drastiques aux personnes et aux entreprises qui créent des accessoires pour les appareils et qui s'assurent que cette ligne d'accessoires répond à des standards de qualité, est uniformisée et surtout offre une expérience utilisateur et une expérience commerciale commune. Ce qui explique pourquoi ils ne sont pas très nombreux à fabriquer des devices. Je pense par exemple, je te coupe 2 secondes, mais aux devices audio genre iRig qui fonctionnent sur device iOS. Ils sont presque les seuls à en faire des micros, des choses comme ça. Ils sont pas nombreux. Il y a iRig, il y a M-Audio qui en fait, etc. Il n'y en a pas beaucoup. On pourrait s'attendre à ce que tous les cadors de l'audio se soient lancés sur ce type de device en se disant youpi tralala, on va se coller à la marque Apple, c'est tout bon pour nous. Ben non, pas du tout. En fait, ça a vu l'émergence de marques un peu parallèles comme ça qui elles, ils vont franco, et c'est un peu particulier quand même comme marché. C'est un peu particulier, mais alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec cette certification MFI, Apple impose aux fabricants d'intégrer une technologie qui va permettre in fine à Apple d'accepter ou pas tel ou tel accessoire. Oui. Une sorte de fingerprinting digital, forcément digital, une sorte de fingerprinting via des puces, via des protocoles de sécurité. Et les appareils qui ne sont pas forcément certifiés MFI, vous avez peut-être une chance que ça ne marche pas, bien que vous l'ayez acheté. Et là où donc ça devient intéressant, c'est que Google a annoncé lors de cette conférence qu'il y aura bientôt des accessoires certifiés Made for Google. Et qu'il va y avoir ce programme qui va être mis en place pour certifier les accessoires. Alors, ça va-t-il être dans un premier temps uniquement pour Google ou ça va être commun à l'entièreté des appareils Android? Je pense que d'abord, ça va se restreindre uniquement à Google. En fait, ils ont annoncé que les premiers accessoires seront principalement réservés au Pixel 2, Pixel 2 XL, Google Home Mini et au Pixelbook. Typiquement, on parle d'accessoires du genre qu'on a, des petits bouts de câble qu'on a en Lightning pour un téléphone iOS. Ils vont faire ce genre de petits accessoires, de petits adaptateurs également pour Pixel, c'est ça l'idée ? Exactement, et on a le premier qui a déjà vu le jour. Tout comme Apple sur les iPhone 7, iPhone 8, depuis la suppression du port jack, donne un adaptateur Lightning vers jack. Ouais. Si vous le perdez, vous devez mettre la main à la poche pour en récupérer un, et c'est pas donné. Ouais. Ici, les premiers accessoires de ce type-là, USB-C vers jack, vu que les Pixel 2 et Pixel 2 XL n'ont pas de port jack, sont facturés $20 si vous le perdez. D'accord. Et donc, il y a fort à parier que tout un écosystème d'accessoires va bientôt voir le jour, et que Google a l'intention, en labellisant ces accessoires, d'avoir la main mise sur l'évolution de cet écosystème. Et donc, quelque part, au niveau matériel du moins, c'est paradoxal de voir que Google, qui s'était toujours distancé de la manière de faire d'Apple, à la longue, y revient. Oui, c'est ça. L'idée de départ est bonne. Ouais. Et alors, la toute dernière annonce qui
pour moi, est vraiment significative. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus important de toute la conférence hier. Et le pire, c'est que personne n'en a parlé. Même pas Google, hier. C'est que hier, suite à la conférence, toute la partie sur le site Google consacrée à Android Wear a disparu. Ah bon ? Fini. Ah ouais, mais on fait des annonces pour des choses qui apparaissent, pas pour des choses qui disparaissent, voyons. Oui, mais ça aurait été logique que Google annonce laisser tomber ou abandonner ou en tout cas se distancer d'un écosystème qu'il renie de plus en plus. C'est voilà, discrètement, comment on peut... C'est très discret, c'est vraiment en stouling comme on dit chez nous, oui, mais peut-être un peu trop même. c'est voilà, abandon discret d'une technologie, de quelque chose que l'on a porté depuis maintenant quelques années. Abandon, je ne sais pas. La dernière version de Wear qui est calquée sur Oreo vient de sortir, mais Google arrête de pousser sur son site les fabricants externes, ceux qui fournissent des solutions sur base de Android Wear, donc principalement les fabricants de smartwatch. Ouais. De là, si on met ça en parallèle avec les chiffres relativement décevants de vente en termes de volume de l'Apple Watch, de là à se dire que le marché du wearable sous forme de montre est en train de vivre ces dernières heures. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas qu'on se gardera fort de franchir, mais on gardera un œil dessus. Bien sûr, comme toujours, effectivement. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour là, des annonces Google et des non-annonces du coup Google de cette semaine. Si vous avez suivi également ces présentations ou lu beaucoup de choses à ce sujet, n'hésitez pas à partager vos informations avec la communauté en commentaire. Vous êtes bien sûr toujours les bienvenus. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis un moment. Il était là pourtant, c'est grâce à lui que vous avez pu voir, si vous suivez l'image, quelques illustrations. Il s'ennuyait, je crois. c'est Xavier. Non, je suis les news Google avec attention. Comme un petit peu tout le monde, en écoutant ce qu'on raconte en général, c'est comme ça que ça se passe. J'ai comme GoPro, Xavier, il y a eu une annonce GoPro cette semaine, la GoPro Fusion arrive. Effectivement, ça fait un moment qu'on en parle, mais ça y est, elle débarque sur le marché. Et donc, c'est une caméra, c'est la première de GoPro qui va permettre de filmer à 360 degrés. Elle va permettre de le faire en 5.2K à 30 images par seconde, ou alors en 3K à 60 images par seconde. D'accord. Donc, on va pouvoir également faire des photos sphériques en 18 mégapixels avec 30 images par seconde et elle sera étanche jusqu'à 5 mètres. Alors au niveau des caractéristiques embarquées, on a aussi un GPS, un accéléromètre, un gyroscope, une boussole. On va pouvoir s'y connecter comme on a déjà l'habitude avec le Wi-Fi et Bluetooth. Et cette caméra sera, elle, équipée d'un stabilisateur avec un son surround et la possibilité de la commander de manière vocale, donc avec une commande vocale. Elle est évidemment très étroitement liée à l'application GoPro qu'on a déjà pu utiliser avec les GoPro standards qui permettent de lire le contenu, mais aussi cette fois-ci de partager la vidéo filmée au format réalité virtuelle. D'accord. Et donc ce bel objet est en précommande actuellement pour 749,99 €. Donc un prix qui est sensiblement plus élevé que les GoPro classiques. Mais voilà, je dirais que c'est un prix qui est cohérent par rapport aux dernières GoPro actuelles, même si ça reste déjà un sacré budget. Si vous ne l'avez pas encore vu, précision quand même, c'est pas le même facteur de forme que les GoPro classiques. Elle change un peu de format cette GoPro. Oui, légèrement. C'est un petit peu différent, mais ça reste encore un objet assez réduit. Assez compact, oui. Assez compact, c'est qu'on va pouvoir emporter avec soi, c'est toujours leur but. Ça va faire de belles images avec des beaux ralentis bien fluides, a priori, vu le nombre d'images par seconde et la qualité. À voir, évidemment, mais on peut, je pense, compter sur le réseau GoPro plutôt pour partager des vidéos un peu extrêmes, puisque c'est un petit peu la marque de fabrique de GoPro réalisée avec cette nouvelle GoPro Fusion. On en est à la lettre I comme intelligence artificielle, et on va repasser la parole à Marc pour parler d'Intel. Marc. Intel qui se lance quelque part dans une direction où ils avaient déjà mis
plus que l'orteil, le pied et la jambe tout entière, mais dans un angle où on n'entendait pas vraiment. Dans le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui, le maître mot qui revient, c'est le mot de machine learning ou de deep learning. C'est-à-dire, vous avez des énormes parcs de machines qui vont cruncher des data, des big data vraiment, et qui vont, à partir d'algorithmes qui définissent des protocoles d'apprentissage, en tirer des tendances, en tirer des traits, vraiment décortiquer toute la masse de données pour en retirer des fils conducteurs qu'on peut comparer globalement à un processus d'intelligence humain, mais dirigé. C'est-à-dire il faut toujours qu'il y ait un fil directeur, il faut toujours qu'il y ait à la base une indication de ce qu'on recherche, pour pouvoir déterminer par la suite si les données soumises s'appliquent à ce champ ou pas. Dernière illustration en date, les décisions de notamment Google et Facebook de faire apprendre aux réseaux sociaux et aux moteurs de recherche la distinction entre images qui incitent au terrorisme et images qui n'incitent pas au terrorisme. Les spécialistes de Facebook et de Google ont expliqué qu'ils vont nourrir des parcs de machines avec des centaines de milliers, des millions d'images de gens avec des kalachnikovs en train de décapiter des gens, en train de se faire exploser, etc., pour leur apprendre que ce genre d'image doit être censuré, etc. Ça, c'est la méthode actuelle. C'est le deep learning. On crunch, on en tire des conclusions. À côté de ça, il y a une autre approche, c'est l'approche dite neuromorphique. Alors, l'approche neuromorphique, elle va se baser sur une capacité cognitive qui est beaucoup plus proche de celle du cerveau humain. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir un apprentissage par fil directeur, le système va construire sa propre expérience et de là, avec évidemment des interactions, va permettre une interconnexion beaucoup plus renforcée par rapport au système de deep learning. En fait, pour donner un parallèle, avec une analogie biologique, il y a un principe en sciences neurocognitives qu'on appelle les impulsions asynchrones. C'est un fonctionnement neuronal, un fonctionnement du système nerveux qui permet de renforcer les liaisons synaptiques, donc les liaisons entre les neurones que vous avez dans votre cerveau, et ces liaisons sont renforcées ou abandonnées en fonction des stimuli qu'ils vont recevoir. C'est ce qui permet de développer certaines zones, d'en abandonner d'autres et au final de développer des compétences. D'accord. Le principe qu'un tel va appliquer ici, alors n'aime pas au niveau d'un système informatique, c'est au niveau d'une puce carrément, c'est ce principe neuromorphique. Et donc, le grand avantage de ce système, c'est que le système est capable d'auto-apprentissage. Et donc, in fine, ça va être une avancée majeure pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle hors des laboratoires. Parce qu'aujourd'hui, il faut encore alimenter tous ces systèmes de deep learning. La nouvelle technologie telle qu'un tel veut la mettre en place, et ils ont donné un nom à ça, ça s'appelle Loihi. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle Loïc, c'est mignon, voilà, ça fait Tahiti, etc. Pourquoi pas. Tant qu'à faire. On imagine des hamsters qui dansent. Encore des hamsters. Une puce va être composée de 130 000 neurones et 130 millions de synapses. Ça donne une idée des possibilités d'interconnexion. Et en utilisant cette capacité, ce principe des impulsions asynchrones, le réseau va s'auto-entretenir et auto-évoluer. D'accord. Donc c'est un peu comme je dirais un processeur qui est étudié pour faire une chose et qui peut se transformer pour en faire une autre très rapidement. C'est un truc généraliste. C'est un truc généraliste. C'est une puce à vocation généraliste. C'est une puce qui a déjà des caractéristiques physiques assez intéressantes dans le sens où le rapport énergie nécessaire et puissance de fonctionnement est évalué comme étant 1000 fois plus efficace à échelle identique qu'un système informatique de deep learning classique. D'accord. Tout en traitant le même nombre d'informations. Alors évidemment, les domaines dans lesquels cette puce pourrait faire des merveilles sont multiples, mais on pense de prime abord à la médecine, à la robotique,
Et alors de manière beaucoup plus prosaïque aux voitures intelligentes, parce que le degré d'exigence en matière de calcul pour pouvoir réagir à son environnement, tout en intégrant des données qui sont difficilement mettables en calcul par des systèmes de deep learning, notamment les considérations éthiques, pourrait se faire traiter par ce système de puce. Donc c'est une puce généraliste, mais qui a les qualités d'une puce spécifique, en fait. Tout en ayant le modèle de fonctionnement du cerveau humain. Voilà, donc, grosso modo, Intel vient de nous annoncer qu'ils viennent de mettre au point la puce du T001. Oui, c'est ça. Donc, ils ont mis des synapses dans la puce. Voilà, c'est Terminator. Terminator, sous forme d'hamster pour l'instant. Sous forme d'hamster. Orange. Je ne sais pas si Xavier avait... Il m'a semblé voir un doigt se lever. Mais en fait, le nom Loihi vient d'un volcan qui se trouve sur une des îles d'Hawaï et qui est au premier stade de son développement. D'accord. Donc c'est peut-être de là que ça vient. Ouais. Donc il n'y a pas encore King Kong sur les... le mec qui mélange tout. Ok, c'est super intéressant. C'est pas évident à percevoir comme ça parce qu'il faut le voir chez soi, il faut le voir porté sur soi, comme sur ton t-shirt d'ailleurs, Marc. Voilà, mais c'est super intéressant et ça va faire avancer. On n'a pas le prix de ce truc évidemment parce que c'est encore très théorique. C'est du prototype, non. De toute façon, dis-toi que les applications seront purement industrielles et Monsieur Tout le Monde n'aura pas ça dans son salon pour mettre dans sa console. Mais peut-être un jour dans sa voiture. Dans sa voiture, c'est possible et si peut-être. On est en train d'imaginer des avions autonomes, on est en train d'imaginer des trains autonomes, des bus autonomes, des moyens de transport autonomes, des fusées, ça on y arrive, des suppositoires autonomes. Des suppositoires, on y arrive justement. Peut-être qu'on va arriver avec ce genre de puce, mais moi ce que je pense personnellement, c'est que c'est surtout dans le domaine de la robotique et de la médecine que ce genre de puce... On se rappelle cette anecdote qui est parue dans la presse il y a quelques jours. En Chine, le premier robot chirurgien a opéré tout seul, sans aucune intervention humaine. C'était un robot dentiste qui a permis de mettre 2 ou 3 implants dans la mâchoire d'un homme. Le truc a opéré seul du début à la fin, sans aucune intervention humaine. La seule interaction avec le chirurgien qui contrôlait quand même l'opération humain qui était là, s'est borné à lui présenter le bras robotisé pour que le chirurgien aille changer certains outils que le robot ne savait pas changer. Tout le reste s'est fait de manière totalement autonome. Dans ce domaine-là, avoir ce genre de puce pourrait permettre d'atteindre un degré de précision et de fiabilité dans les opérations chirurgicales. On pense notamment aux opérations en neurochirurgie, pour par exemple l'extraction de tumeurs cérébrales, où on arriverait à un degré d'efficacité impossible pour un être humain. Le patient, d'ailleurs, demande à ce qu'on lui retire les écrous qu'on a vissés dans sa mâchoire. C'est la blague, évidemment. C'est une blague. Bon, allez, on passe... Parce que là, il va falloir accélérer un petit peu parce qu'on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, mais fort intéressant. On peut passer à la lettre M comme Microsoft. Ça va se passer avec Xavier. Xavier, on parle de Microsoft qui ferme une de ses applications. Effectivement, c'est le clap de fin pour Groove Music. Clap de fin qui aura lieu le 31 décembre. J'ai entendu câble de frein, moi. Pardon. Clap de fin qui aura lieu le 31 décembre 2017. Le service était dispo à la fois sur PC, Xbox One et smartphone, mais Microsoft n'a jamais pu vraiment rivaliser avec Spotify, Apple Music, qui sont les 2 grands noms, ou encore Google Music. Et du coup, ils ont négocié un partenariat avec Spotify et les abonnés seront automatiquement redirigés vers Spotify tout en conservant leur playlist et les collections. Et donc, il y a de bonnes chances que Spotify récupère une bonne partie de la clientèle. D'accord, ok. C'est clair, net, précis, hein. C'est carré avec Xavier aujourd'hui. Marc, on parle de la lettre M toujours, de M comme mini, pas la voiture, mais encore une fois un modèle mini de quelque chose qu'on a bien connu, à savoir le Commodore 64.
Ouais, ici c'est la grande claque nostalgie. Alors après la SNES, après l'Atari Box, voilà venir le Commodore 64 Mini. Ça va être un petit, hein, et grosso modo il va avoir la moitié de sa taille d'origine, avec 2 ports USB, un port sortie vidéo. Je ne sais pas si le clavier est un vrai clavier. Je crois qu'ils ont mis un truc en plastique uniquement pour la décoration, parce qu'ils ont prévu la possibilité de connecter un clavier. Oui. Par contre, le BASIC originel sera intégré. Donc, si vous avez envie de vous amuser à reprogrammer avec des pokes et des pics dans tous les coins, c'est une expérience qu'il faut avoir connue pour les moins de 30 ans ou les moins de 25 ans. Allez-y, c'est amusant. Oui. Franchement, écoutez les vieux pour une fois, il y a de quoi s'éclater. Oui, et puis, maintenant, on peut encore s'interroger sur l'utilité du truc, vu que, comme on l'avait fait remarquer au moment où on avait évoqué la mini SNES, tout ça existe depuis longtemps sous forme d'émulation avec un Raspberry, par exemple. Oui, il y a moyen de le faire avec plein de choses. C'est vrai que c'est toujours... Alors bon, merci Xavier de me refiler l'illustration une fois de plus. Il est bien plus petit. Je pense pas que ce clavier soit fonctionnel. Par contre, il y a une manette avec un joystick ou c'est juste pour l'illustration? On dirait qu'il y a un joystick. Normalement, il y a un joystick qui est fourni avec, et c'est le joystick phare du Commodore 64 avec sa grosse boule au-dessus, et ces 2 boutons, dont un bouton de rapid fire qu'on utilisait dans les shoot 'em up à scrolling horizontal à l'époque. Donc ça, ce sera fourni avec. Voilà, j'en ai eu un pendant des années. Oui. On en parle avec émotion. Oui, on sent ça. Mais non, franchement. Moi, j'attends. Moi, j'avais le 128D. J'en ai eu un aussi, mais moi j'attends le mini. Mon parrain m'avait offert d'ailleurs, merci Craig. J'avais connu le VIC-20 qui était le prédécesseur du Commodore 64. Ouais, ça aussi, j'ai aussi mes mains dessus. Voilà, donc... Alors ça coûtera 80 € et ce sera fourni avec 64 jeux en ROM. Voilà, ok. C'était la séquence vieux con. Je rigole bien sûr parce que je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui ont vécu cette époque-là aussi et qui s'en souviennent avec un petit peu d'émotion. On passe à la lettre S comme SpaceX, et vous voyez venir notre grosse fusée. En tout cas, Elon Musk nous l'a dévoilé, sa grosse roquette. Hein? Effectivement. Hein? C'est Xavier qui parle. Non, c'est l'autre. Xavier. Donc, Elon Musk a dévoilé le 29 septembre en Australie la nouvelle fusée qui s'appelle BFR. Et BFR, ce sont les initiales de Big Fucking Rocket. J'adore. Elle est censée permettre de se rendre sur Mars en 2022, mais il a aussi annoncé qu'elle serait utile au quotidien puisqu'elle devrait permettre de relier notamment Paris à New York en à peine 30 minutes. D'accord. Donc en fait, il prévoit de pouvoir faire monter une centaine de personnes dans la fusée qui décollera depuis une base qui est construite à la surface de l'eau. La fusée entrera en orbite et puis elle atterrira sur une autre base sur un autre continent. Donc c'est vraiment dédié aux voyages intercontinentaux. On va pouvoir par exemple aussi relier Delhi à San Francisco en 40 minutes, Bangkok à Dubaï en 27 minutes. Bref, n'importe quel endroit du globe serait accessible en maximum 1 heure. Oui. Alors la BFR peut atteindre 27 000 km, mais pour les vols intercontinentaux, elle volerait à une vitesse de 11 000 km/h. Et d'après Elon Musk, le prix du vol sera identique à celui d'un vol en classe éco. Donc relativement démocratique. Il voit ça comme ça, lui, tout simplement. Moi, j'adore Elon Musk parce que c'est toujours... je trouve ça génial de pouvoir annoncer comme ça au monde des technologies complètement... tout sauf farfelu quelque part, mais qui font rêver quand même. Enfin, on est sur un autre... dans un autre univers. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais moi, chaque fois, ça me scie, moi. Ouais, écoute, le type est un visionnaire, ça c'est clair. Et comme tu dis, toutes ces annonces sont peut-être au moment où elles sont faites prises pour les divagations d'un illuminé. Toujours est-il que quand on voit tout ce qu'il a déjà accompli, même si le personnage en lui-même n'est probablement pas aussi sympathique qu'il le paraît, il paraît que de bosser avec lui c'est juste impossible. Ouais. On dit que c'est le nouveau Steve Jobs, mais en pire. Le type a une énergie assez remarquable et que, oui, probablement qu'il arrivera à faire fonctionner sa BFR pour qu'on puisse tous aller serrer comme des saucisses dans une boîte de knacky de Paris à New York en une demi-heure en devant payer comme chez Ryanair pour aller aux toilettes. Mais
Ok, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, les grands projets, l'histoire d'aller sur Mars, de coloniser Mars, de terraformer Mars, ça me paraît un peu encore anticipé. Par contre, là où sa BFR va être vraiment intéressante, ça va être pour, et là on en parle moins, ça va être éventuellement pour rétablir, si tant est qu'il y ait une utilité, il y a des experts qui estiment qu'il y a une utilité à le faire, c'est refaciliter l'accès à notre satellite, la Lune, pour aller faire de l'exploitation minière sur la Lune. D'accord. Par exemple, là, effectivement, sa BFR, elle aurait une utilité comme moyen de transport de personnes, de matériel et de fret, aller-retour, à un coût relativement maîtrisé par rapport à celui des missions Apollo ou des autres solutions que la NASA pourrait mettre en route. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il va mettre... en fait, il va mettre à la portée du secteur privé tout un horizon qui était avant la chasse gardée des instances gouvernementales comme la NASA, l'exploration spatiale et l'exploitation spatiale. Bon, on pourrait s'attarder sur le sujet, parce qu'il y a plein de choses à en dire, parce que le format quand même dans BFR, il y a quand même B comme Big, et elle est particulièrement grande, parce que même plus grande, je pense, que la fusée Saturne V qui est du programme Apollo, et donc elle n'est pas encore construite, quoi. On se demande d'où il va la sortir, et ne me donnez pas la réponse. Merci. On en reparlera. Si vous je crois que poser la question, c'est y répondre. Voilà. Ça n'engage que toi. On peut passer à la lettre V comme voiture et donner en même temps un petit coup d'accélérateur. V comme voiture, et on va encore parler d'Elon Musk quelque part, puisqu'il s'agit d'aborder le problème rencontré avec la Tesla Model 3, Marc. On va grouper les deux sujets, c'est un problème. On a pris ça comme un problème, l'annonce qui a été faite comme quoi Tesla avait raté ses objectifs pour le second trimestre 2017, mais en fait non, c'est pas vraiment un problème, parce que si on creuse un peu, effectivement, ils espéraient livrer 17 000 voitures, ils en ont livré un peu moins que 15 000. C'est pas vraiment un échec, parce que le problème, la différence entre les prévisions et ce qui a été atteint, c'est simplement le nombre de véhicules qui sont en transit. Ils ont été produits, mais ils n'ont pas encore été livrés. Donc, la production, elle, effectivement, a atteint les objectifs. Par contre, ce qu'il faut retenir derrière, c'est que derrière ça, il y a eu une hausse de 20% de la capacité de production. Cette hausse avait été planifiée, elle avait été prévue, elle a été atteinte. Et donc, à terme, Tesla compte livrer plus de 50 000 véhicules au cours du second semestre et de pouvoir aller jusqu'à 500 000 voitures par an. Donc, autrement dit, leur capacité de production a maintenant été suffisamment affinée que pour répondre aux défis qu'ils s'étaient fixés avec la Model 3 et l'énorme engouement du public au niveau des précommandes. Donc, la news avait peut-être l'air un peu... négative sur la base. Mais voilà. OK. Alors, deuxième news dans le domaine des voitures, puisqu'on trace un peu, ça se passe chez BMW et chez Seat. C'est la première fois que deux marques vont décider d'intégrer une technologie qui ne vient pas du secteur automobile. Je m'explique. Généralement, tous les systèmes d'infotainment qui sont embarqués dans les voitures d'un certain niveau, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, etc., proviennent d'une poignée de sociétés qui sont spécialisées dans le secteur. Notamment tout ce qui est la reconnaissance vocale. On peut parler à nos voitures, on peut leur dire « va à tel endroit, compose tel numéro de téléphone, appelle un tel, joue telle radio, etc. » Mais ça reste très, très, très embryonnaire et surtout, ça reste localisé à votre voiture. Point. Ici, BMW et Seat vont intégrer Alexa, qui est l'assistant vocal de Amazon. Immédiatement, au-delà de la portée symbolique du truc, c'est une belle victoire face à ce qu'aurait pu proposer Apple avec Siri ou Google avec Android Auto, ça ouvre toute une perspective, tout un champ de possibilités pour interconnecter encore plus le véhicule avec tout ce qu'il y a autour. À partir de votre voiture, vous allez pouvoir demander à votre voiture de faire couler votre bain, de faire chauffer votre four, de
faire ce qu'on veut. La quoi. limite, c'est l'imagination, grosso modo. Votre voiture devient encore plus un objet interconnecté parmi d'autres. Là, on peut lui dire aussi plus fort. Je ne sais pas. Mais en théorie, peut-être. On pourra peut-être lui dire d'éviter les hamsters sur la route. Les deux mots-clés de ce podcast, de cet épisode, c'est plus fort et hamster. Vous l'aurez noté au passage. Voilà. Je ne sais pas comment additionner les deux, hein, mais bon. Plus fort et hamster. C'est vous qui voyez. Si tu rajoutes à ça la grosse fusée, ça fait des dégâts. Ok. Moi, je pensais que, pour en terminer avec l'histoire de l'intégration de matériel externe, entre guillemets, dans les voitures, il me semblait qu'il y avait déjà des voitures qui étaient équipées d'Android. Ou est-ce que j'avais rêvé ça ? Non, ça existe effectivement, mais à ce moment-là, ce n'est pas la voiture qui embarque l'électronique, c'est votre smartphone qui fait l'interface. D'accord, okay. Et déjà aujourd'hui, effectivement, vous avez un téléphone Android, vous avez un téléphone Apple. À partir du moment où votre voiture est équipée d'une connectivité Bluetooth, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez transférer tout, vous pouvez parler à votre voiture, mais en fait, c'est votre téléphone qui va prendre la charge. Okay. Ici, c'est vraiment l'assistant, c'est la partie infotainment de la voiture avec Alexa greffée dedans qui va prendre le relais. Ok. C'est bien noté. Affaire à suivre, comme on a l'habitude de le dire. On achève tout doucement ce 137e épisode des Techno, celui du 5 octobre 2017. C'est bien de temps en temps de donner les dates comme ça, je sais pas pourquoi. On peut passer à la lettre W, si vous voulez bien. W comme what the fuck, parce que c'est important de terminer correctement un épisode des Techno. Xavier, on commence avec toi parce qu'il n'y a pas qu'un what the fuck, il y en a 3. C'est Xavier qui s'y colle en premier pour parler de Nintendo. Xavier. Oui, on va commencer gentiment. En fait, Nintendo pourrait être accusé de maltraitance animale. C'est un petit peu un grand mot, mais Takashi Tezuka, qui est le développeur, et Shigefumi Hino, le designer de Super Mario World, et de Yoshi, ont avoué pendant une interview qu'en fait, à la base, Mario maltraitait Yoshi. Alors, au départ, on leur avait demandé de dessiner Mario sur un cheval, mais ils n'avaient pas trop envie de le voir sur un cheval avec une armure, et donc ils ont dessiné Yoshi. Et à la base, Mario tapait Yoshi, et c'est suite à cette réaction que Yoshi tirait la langue pour attraper les objets ou éliminer des ennemis, je pense. Et donc c'est après coup, en se disant qu'ils auraient des soucis, ils ont modifié un petit peu la chose, et que Yoshi pointe son doigt en avant et crie go, et du coup Yoshi tire la langue. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour ceux qui aiment bien la marque Nintendo. Oui, qui du coup est accusé de maltraitance animale. Voilà. Quand même assez particulier. Qu'il a évité en tout cas de peu. Voilà, c'est ça. Je vais passer la parole à Marc pour parler d'un truc qui s'appelle OnTune, et qui va peut-être permettre à ceux d'entre vous qui l'envisageraient éventuellement de participer à une émission de télévision du genre The Voice ou La Nouvelle Star ou que sais-je encore. Ouais. Par contre, petit message à ceux qui seraient tentés de faire ce que Marc vient de dire. Si vous le faites, nous envoyez pas vos vidéos. Non. Merci. On s'en passera très bien. Oui, non. Alors... on sent, là, pour le coup, je m'engage à ne pas m'en faire l'écho. D'accord. Voilà. Alors, déjà, la chose est paradoxale parce que à la base, la qualité obligatoire, si vous voulez participer à une émission style The Voice, La Nouvelle Star, etc., c'est de ne pas savoir chanter. Oui. C'est d'être capable d'aligner 2 notes en faisant des différences tonales insupportables pour le commun des mortels, de n'avoir absolument aucun talent, d'être capable de bêler n'importe quoi. Voilà, ça c'est la définition de la musique d'aujourd'hui, celle en tout cas que l'on trouve dans ce genre d'émission. Séquence vieux con numéro 2. Mais malgré tout, il y a une société qui s'est dit on va quand même améliorer les choses, et ils ont développé un accordeur vocal. Alors un accordeur vocal, vous connaissez le principe, hein, c'est un petit bitonio qui vous permet d'aligner sur votre guitare la tension des cordes pour vous dire ça c'est un mi correct, ça c'est un la correct, pour éviter que vous ayez l'air d'une manche totale quand vous grattez. Mais là ça va être la même chose mais pour votre voix. Alors ça se présente sous la forme, si vous avez eu l'image, d'un bidule
d'un coquillage. D'un coquillage, un des fameux 3 coquillages. Oui, les clubs font les 3 coquillages. Celui-ci n'est pas de couleur hamster, pardon. Il est blanc nacré. J'aurais réussi à placer hamster dans chaque sujet, je suis content. Et donc, vous allez pouvoir poser ce bidule sur votre torse au niveau de votre larynx. Et ça va analyser le spectre sonore de la bouillie sonore qui sort de votre bouche, et ça va contrebalancer et ajuster la capacité de vos cordes vocales, dans la mesure du raisonnable et du physiquement possible évidemment, en envoyant via des électrodes qui sont en contact avec votre peau des micro-impulsions à basse fréquence. Alors, j'ai regardé quand même quelques vidéos de gens qui prétendaient ne pas savoir chanter, je confirme, hein, ils ne savaient pas chanter, et qui ont utilisé le bidule pour émettre quelques vocalises. Étonnamment, ça marche. C'est bizarre. Bon, ça marche, encore une fois, dans la mesure du physiquement possible. Oui. Si vous avez la voix de Florence Foster Jenkins, si vous ne savez pas qui c'est, documentez-vous. Elle aurait pu faire The Voice sans aucun problème. Ça ne vous transformera pas en Maria Callas. Mais ça peut effectivement remplacer à peu de frais, je ne sais même pas combien coûte le bidule, cher probablement. Ah non, $129. On va en avoir. Ça permet donc de remplacer à peu de frais, par exemple, les systèmes de vocodeurs qui sont embarqués sur les synthés et les stations musicales. Vous savez, ces trucs qui vous permettent à des chanteurs de chanter, on va dire ça comme ça, autrement dit de caler la voix sur une note donnée. Oui, mais ça porte un nom, ça s'appelle l'autotune. L'autotune dont Cher avait abusé et surabusé. C'est elle qui a détourné, en fait, c'est la production qui a détourné le principe de l'autotune et qui a fait découvrir à tout le monde l'autotune. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, un top modèle avait fait découvrir Photoshop. Voilà, exactement. Et donc, c'est assez miraculeux, entre guillemets, parce que ça analyse effectivement la note sur laquelle vous êtes en train de chanter et la replace au bon endroit. Et si on pousse un peu, on peut pousser la note là où elle ne devrait pas être. C'est ce qu'avait fait Cher, ce que font à peu près toutes les chanteuses de R&B aujourd'hui. Donc, et les chanteurs certains chanteurs français aussi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ici, c'est un objet physique, si je comprends bien, qui va faire le travail de ce qu'on appelle l'autotune. Exactement, en influant directement sur la dynamique de ton larynx. Très fort. Oui, je ne sais pas si c'est très fort, mais il y a quand même un doute qui subsiste, que le truc ne soit qu'un gros canular et qui servirait en fait de campagne marketing pour autre chose. Mais la boîte en question existe réellement, elle est effectivement active dans ce domaine-là et elle s'est associée le concours de médecins ORL et de neurologues pour concevoir son produit. Ce qui veut dire que les chanteuses, excuse-moi, je te coupe encore une fois, mais ce qui veut dire que les chanteuses de R&B dont je parlais vont pouvoir refaire des concerts et chanter et avoir la voix qu'elles ont sur leur... voilà, c'est ça qui est merveilleux. Dans la mesure du physiquement possible et du raisonnable. Voilà. What the fuck 3 avec un truc... Je ne montrerai pas l'illustration. Non, c'est une grosse fusée. Oui, c'est une espèce de big fucking rocket noire. Après, surtout fucking la roquette. Hein. Bon, si vous ne voyez pas de publicité sur cette vidéo, c'est normal. C'est que Google nous a repéré définitivement. Donc, il s'agit d'un sex toys Bluetooth low energy, mal sécurisé. De quoi s'agit-il ? C'est Seb, celui avec des cheveux qui a été trouvé cette news. Alors, je n'ai pas envie de savoir sur quel site il a été trouvé ça, mais en fait, c'est une news qui annonce en fait qu'un chercheur en sécurité de la société Pentest Partners a découvert que certains appareils avec le Bluetooth Low Energy sont souvent très peu sécurisés, et il s'est attardé sur le plug anal Hush du fabricant Lovens, qui a un moteur vibrant et qui peut être commandé à distance depuis une app mobile Android ou iOS pour faire ce que vous voulez. Et donc, il a découvert plusieurs failles, dont une qui est en fait que quand on allume l'appareil, il se met en mode découverte. Et tant que cet appareil n'a pas été relié à un autre appareil, il reste détectable par n'importe qui et toujours sauvé
sous le même nom, LVS-Z001. Donc si vous voyez près de chez vous un appareil Bluetooth qui porte le nom LVS-Z001, c'est que vous avez un voisin qui est en train de s'amuser. Alors en plus de ça, il a découvert un truc un peu plus ennuyant, c'est que tout le monde peut se connecter à cet appareil sans qu'il y ait aucun besoin d'une méthode d'authentification. Donc pas de mot de passe, pas de besoin de faire un pairage avec son téléphone ou autre. Et donc, si vous voyez ce fameux réseau, vous allez pouvoir vous amuser très fort avec votre voisin. Donc, c'est génial. Donc voilà. Comme quoi, il est important de sécuriser certains appareils. Votre voisin ou quelqu'un qui se trouverait au même endroit que vous, enfin dans le périmètre, j'ai envie de dire. Voilà, oui, c'est dans le périmètre, effectivement. C'est exactement à cet endroit-là que ça me fait penser à une scène dans un film, mais je ne sais plus lequel, mais là c'était une demoiselle qui portait, je pense que c'était du soulage. Le déclic. C'était du soulage qui réagissait un petit peu de la même manière, et un enfant avait trouvé la télécommande et s'amusait à jouer avec la télécommande, et personne ne comprenait pourquoi cette demoiselle riait toute seule et gesticulait devant son assiette. Enfin voilà. Si vous êtes en réunion et que dans la salle de réunion, vous voyez ce réseau, vous savez que la réunion va être amusante. Oui, il y a des chances que à cette réunion-là, vous ne risquez pas de vous endormir, en tout cas. Exactement. Il y a des chances. Voilà, je pense qu'on a bien fait, comme on dit, le tour de la question et de l'actualité technologique de la semaine, et pas que technologique, je le conçois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cet épisode, ça a glissé à un moment donné. Mais je pense que Xavier était trop calme depuis le début et qu'il fallait que ça sorte, si je puis dire. Donc, merci Xavier. Il a tout donné, ça c'est clair. Merci également à Marc. J'espère qu'on n'a choqué personne, très honnêtement, et je le dis très sérieusement, même si Xavier n'en pense rien, moi je le pense. Merci de nous avoir écoutés. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser de gentils commentaires, des pouces vers le haut, ça peut aider aussi. À très bientôt. Au revoir.